Bonjour à tous, je suis Damien et voici tout ce que vous devez vraiment savoir sur la configuration électronique des éléments. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Flo. Ah, donc on va encore parler des atomes et de leurs électrons? Oui, et sans refaire l'histoire de l'atome, on verra rapidement comment les physiciens se sont rendus compte que les modèles qu'on utilisait pour décrire les électrons dans un atome ne fonctionnaient pas. Et on passera en revue les deux façons d'écrire la configuration électronique d'un élément. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer étape par étape. Le soufre est un élément chimique que l'on peut trouver dans beaucoup de minéraux, et même quasiment à l'état pur dans les régions volcaniques. C'est d'ailleurs le cas du soufre contenu dans ce flacon. Et si on regarde sa configuration électronique, on a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Alors, écrire la configuration électronique d'un élément, bon d'accord, mais pourquoi? Comment on l'obtient? Et à quoi ça sert? Et puis c'est quoi ces S, ces P et ces chiffres? Eh bien déjà, on va commencer par expliquer à quoi ça sert. La configuration électronique nous aide à voir comment les électrons sont disposés autour d'un noyau. Elle nous renseigne sur les zones de l'espace où il est probable de trouver un électron autour du noyau. Même si, je vous rassure, au lycée, on ne s'intéressera pas directement aux formes qu'auront ces zones, car ça devient vite compliqué. Mais c'est toujours bon d'avoir ça en tête quand on écrit une configuration électronique. Beaucoup de modèles sur l'atome ont été décrits depuis l'Antiquité, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui traite de ces modèles si vous voulez plus de précision. Mais on va reprendre l'histoire en 1913, l'année où Niels Bohr unifie les théories de Max Planck et d'Ernest Rutherford. Niels Bohr présente alors un modèle dans lequel l'atome est représenté par un noyau au centre autour duquel gravitent des électrons, donc des toutes petites particules qui décrivent des orbites circulaires. Et chacune des orbites correspond alors à une énergie bien définie de l'électron. Bon, il y a du vrai dans le fait de penser que les électrons soient considérés comme des particules. Le modèle de Bohr fonctionne à peu près bien pour l'atome d'hydrogène, mais il ne fonctionne plus du tout pour des atomes un peu plus compliqués. Mais alors, comment on modélise un atome aujourd'hui? Eh bien, on sait maintenant depuis quelques dizaines d'années que les noyaux peuvent être décrits comme des particules solides constituées de protons et de neutrons, mais c'est loin d'être le cas pour les électrons. Les électrons présentent ce qu'on appelle une dualité onde-corpuscule. Ça veut dire qu'ils peuvent être considérés tantôt comme des ondes, tantôt comme des particules. Et c'est le physicien Erwin Schrödinger, que vous connaissez sans doute grâce à son chat, qui est le premier à avoir développé un modèle mathématique dans lequel l'électron est considéré comme une onde. On parle alors d'orbitale atomique. Une orbitale atomique, c'est une fonction mathématique qui décrit le comportement ondulatoire d'un électron. Alors dit comme ça paraît un peu compliqué, mais en gros, cette fonction permet d'obtenir la probabilité de présence d'un électron d'un atome dans une région donnée. Par exemple, si on analyse l'orbitale suivante, dans cette zone on a une grande probabilité de tomber sur un électron, alors qu'ici, pas du tout. Et en parlant d'orbital, on va voir qu'il en existe 4 types, et pour ça on va se pencher sur le tableau périodique. Les 4 couleurs différentes correspondent aux 4 types d'orbitales que l'on peut rencontrer. Et je vous propose qu'on vous les présente en fonction de leur arrivée dans le tableau périodique. Quand on parle de couches, on se réfère à chaque période du tableau périodique, c'est-à-dire à chaque ligne du tableau. Et on parle de couches car toutes ces couches se superposent en fonction du nombre d'électrons dans l'élément. On se rappelle d'ailleurs que le numéro atomique indiqué dans le tableau correspond au nombre de protons contenus dans le noyau et qu'un atome a autant d'électrons que de protons. Par exemple, le soufre de numéro atomique 16 a 16 protons, donc 16 électrons. Ok, revenons à notre histoire de couches. La première couche n'a qu'une seule orbitale, une orbitale S, S pour sharp ou simple, qui ne peut contenir que 2 électrons au maximum. C'est aussi pour ça que la première rangée du tableau périodique n'a que 2 éléments, l'hydrogène et l'hélium, puisque l'hydrogène a 1 électron et l'hélium en a 2. Cette forme d'orbitale S se retrouve pour tout le bloc de gauche du tableau périodique. Et c'est ce qui explique que le bloc S est formé de 2 colonnes. La deuxième couche électronique est plus grande et peut accueillir, en plus de l'orbitale S, une deuxième sorte d'orbitale. C'est une orbitale avec 3 configurations différentes, nommées P, avec la lettre P pour principale. Les 3 configurations différentes de l'orbitale P peuvent accueillir 2 électrons, ce qui fait un total de 6 électrons à accueillir au maximum. Ces 6 électrons de l'orbitale P associés aux 2 électrons de l'orbitale S forment une deuxième couche électronique pouvant accueillir jusqu'à 8 électrons. Et cet enchaînement de blocs S et P se produit ensuite pour la troisième couche, ce qui fait une autre couche électronique qui peut accueillir jusqu'à 8 électrons au maximum. Pour les autres lignes du tableau, on aura l'apparition des orbitales D et potentiellement F, qui ont des formes splendides, mais qui ne sont pas du tout programmes du lycée, donc on n'en parlera pas ici. On s'intéressera toujours qu'aux 3 premières lignes du tableau, ce qui nous sera déjà bien suffisant, donc on peut simplifier le tableau périodique en ne regardant que les 3 premières couches, ce qui nous donne finalement ça. Bon, on a parlé des différents types d'orbitales, mais si on revient sur l'exemple du début de la vidéo avec l'atome de soufre, on comprend maintenant la présence des lettres S et P dans l'écriture de la configuration électronique.
Cela précise le type d'orbital en jeu. Et en fait, l'écriture de cette configuration est une façon condensée de montrer le type d'orbital où sont positionnés les électrons autour du noyau. Et tout ça sans avoir besoin de les représenter. Ok, on va maintenant voir comment écrire la configuration électronique d'un atome. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour la forme, on écrit le numéro de la couche, puis la lettre de l'orbital, ou autrement dit le nom du bloc, et enfin le nombre d'électrons dans chaque type d'orbital en exposant. Donc pour l'hydrogène, avec juste un électron, c'est 1s1, et ça sera 1s2 pour l'hélium qui contient 2 électrons. Pour les autres éléments, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Pour trouver la configuration électronique, on part toujours de l'hydrogène et on se dirige couche par couche, de gauche à droite, jusqu'à arriver à l'élément. Par exemple, si on prend l'élément carbone, qui a pour numéro atomique 6, il a par définition 6 protons dans son noyau et donc 6 électrons. Pour écrire sa configuration électronique, on commence par remplir la première couche en passant par l'hydrogène, 1s1, ensuite l'hélium, qui est 1s2, donc nous avons 1s2. Ensuite, on passe par la deuxième couche, donc on retourne de nouveau dans le bloc S, donc on a 2s1, 2s2. Ensuite, on passe par le bloc P, alors on a 2p1, 2p2, et on s'arrête, puisqu'on a atteint l'élément carbone. Donc la configuration électronique du carbone est 1s2, 2s2, 2p2. On peut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur en faisant la somme des chiffres en exposant. 2 plus 2 plus 2 égale 6, on a bien 6 électrons, donc c'est bon. Ok, vérifions maintenant que nous avons bien retrouvé la configuration électronique du soufre. Comme tout à l'heure, on commence par remplir la première couche, donc on va avoir un S1, un S2, puis la deuxième couche, donc 2S1, 2S2. On passe par le bloc P, donc on va avoir 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. On passe ensuite par la troisième couche, et de nouveau par le bloc S, ce qui nous fait 3S1, 3S2, puis par le bloc P, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, et on s'arrête puisqu'on a atteint le soufre. On retrouve bien la configuration électronique du soufre, à savoir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Donc voilà, parfait. On peut également simplifier l'écriture en écrivant la configuration électronique simplifiée ou condensée. Pour cela, on part directement du gaz noble, qui se trouve dans la couche précédente de l'élément que l'on cherche. Dans le cas du soufre, c'est le néon. On met le symbole du gaz noble entre crochets, et on considère le gaz noble comme le nouveau point de départ. Puis on écrit la suite de la configuration de l'élément en partant du néon. On a alors néon entre crochets, Ne, 3S2, 3P4. Bon, cette méthode fonctionne jusqu'à l'élément 18, car avec l'arrivée du bloc D et F, ça se complique. Mais comme on vous a dit, ça n'est pas au programme du lycée. En résumé, la configuration électronique d'un élément indique la répartition des électrons dans les orbitales. Le nombre d'électrons d'un atome s'obtient à partir du numéro atomique, car il y a autant de protons que d'électrons. Le bloc S contient au maximum 2 électrons, le bloc P 6 au maximum. Enfin, on remplit les orbitales dans l'ordre en fonction du tableau périodique, c'est-à-dire 1S, puis 2S, 2P, 3S et enfin 3P. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées à propos de cette vidéo, on s'efforcera d'y répondre en dessous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu, ça nous encourage à vous en faire de nouvelles. Et sur ce, bon courage pour vos révisions de chimie.